Au risque d'alimenter encore davantage les craintes d'une troisième guerre mondiale, c'est parti. En plus de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que la campagne aérienne qui dure depuis des semaines impliquant les États-Unis et l'Iran, une confrontation entre les États-Unis et la Russie se profile à l'horizon. Peut-être dans quelques jours. Le lieu de la bataille ? La côte de Cuba, alors qu'un pétrolier russe fonce vers l'île. Il n'y a pas si longtemps, j'avais averti d'une possible crise des pétroliers cubains en préparation, et nous y voilà maintenant. Alors, aujourd'hui, passons brièvement en revue l'énigme cubaine avant de nous intéresser aux pétroliers au cœur de l'affaire actuelle qui impliquera d'une manière ou d'une autre l'Atlantide, la règle d'Air Bud et ma lente descente dans la folie. D'accord, vous vous souviendrez que cette saga a commencé le 3 janvier lorsque les États-Unis ont lancé l'opération spéciale Maduro, arrêtant le président vénézuélien. Oui, il y a eu une époque où les États-Unis respectaient des calendriers de conflit brefs. Eh bien, dans la foulée, la Maison-Blanche a de facto contrôlé la politique étrangère du Venezuela. Cela a notamment signifié couper le pétrole brut subventionné que Maduro envoyait auparavant à Cuba. Et enhardi par cette opération, Trump a également déclaré un embargo pétrolier, une quarantaine, contre Cuba, menaçant d'imposer des droits de douane à tout pays qui tenterait d'y contrevenir. Presque tout le monde s'est conformé, notamment le Mexique, qui avait auparavant été le principal partenaire de Cuba. À l'heure actuelle, la dernière livraison de pétrole à Cuba est arrivée le 9 janvier. Cuba a besoin d'environ 100 000 barils de pétrole par jour pour fonctionner correctement. L'île ne peut produire que 40 000 barils par elle-même, ce qui laisse un déficit de 60 000 barils à combler. Cuba se retrouve momentanément dans le noir, avec un sentiment croissant de désespoir au sein du gouvernement. Le principal espoir de Cuba était de recevoir des livraisons de pétrole en provenance de Russie. Tout comme Cuba a désespérément besoin de pétrole, le Kremlin cherche désespérément des acheteurs, ou du moins il l'était avant le début de la guerre en Iran. La menace tarifaire contre la Russie était inutile, car presque tous les échanges commerciaux avec les États-Unis ont cessé dès le début de l'invasion de l'Ukraine. Cependant, la Maison-Blanche n'avait pas prévu que la menace de tarifs soit le seul mécanisme d'application. Des patrouilleurs de la garde côtière américaine patrouillent autour de Cuba, prêts à intercepter tout pétrolier non armé cherchant à accoster sur l'île. Je vais insister sur leur absence d'armes, c'est important pour la suite. Plusieurs incidents ont déjà eu lieu avec des pétroliers tentant d'atteindre Cuba. Le 5 février, l'Ocean Mariner a quitté la Colombie avec 84 000 barils de pétrole, en déclarant la République dominicaine comme destination. Une semaine après, le pétrolier a soudainement viré vers Cuba. La garde côtière américaine est intervenue, s'assurant que l'Ocean Mariner arrive en République dominicaine comme déclaré. Le deuxième round a également commencé à la mi-février, lorsque le Sea Horse a quitté la Russie avec 200 000 barils de pétrole, naviguant vers l'ouest à travers l'Atlantique, apparemment en direction de Cuba. Cependant, la majeure partie de mars, il est resté immobile au milieu de l'Atlantique, dérivant sans but. Le 17 mars, il a repris sa route vers les Caraïbes, cette fois en visant le sud-est de Cuba, peut-être vers l'une des nombreuses destinations le long de la chaîne d'îles. Des rapports évoquent Trinité et Tobago, mais il pourrait aussi s'agir du Venezuela. Si l'on spécule sur ce qui a pu se passer ici, une entreprise chinoise possède le Sea Horse. Ainsi, même s'il transportait du pétrole brut russe, un troisième pays était implicitement impliqué. Contrairement à la Russie, les États-Unis ont de vastes échanges commerciaux avec la Chine. L'entreprise du Sea Horse a peut-être subi des pressions politiques pour cesser son projet. Il est ensuite resté à l'arrêt dans l'Atlantique jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel acheteur qui s'est avéré être un pays caribéen non identifié, qui ne s'appelle pas Cuba. Cependant, ces deux cas n'étaient que le prélude. Nous approchons vite de l'événement principal. Le 9 mars, l'Anatoly Kolotkin a quitté la Russie. Peut-être pour troller tout le monde, il a déclaré Atlantis USA comme destination. Cuba est souvent lié au mythe de l'Atlantide, et la mention des États-Unis pourrait suggérer que Donald Trump souhaiterait s'approprier Cuba. En supposant qu'il ne fasse pas comme le Sea Horse et ne s'arrête pas au milieu de l'Atlantique, il pourrait atteindre Cuba dès le 23 mars. À bord de l'Anatoly Kolotkin se trouvent 730 000 barils de pétrole brut. Cuba possède des raffineries de pétrole à l'arrêt dans le pays qui traitait autrefois le brut importé du Venezuela. En conséquence, ce seul pétrolier pourrait offrir à Cuba 12 jours supplémentaires de consommation normale de pétrole, en gardant à l'esprit que le déficit actuel est de 60 000 barils par jour,
Bien sûr, le contexte mondial de cette décision est qu'elle se produit en même temps que la guerre en Iran. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche puis se sont quelque peu stabilisés à des niveaux élevés, avec le West Texas Intermediate juste en dessous de $100 le baril. Qui sait à combien il sera quand vous entendrez ces mots. S'il y a un indicateur économique qui influence l'opinion publique américaine, c'est le prix de l'essence. Ainsi, il incombe à l'administration Trump de les maintenir bas. Ce n'est pas une tâche facile lorsque la fermeture de facto du détroit d'Ormuz limite 20% de la production mondiale. Et comme le pétrole est une marchandise mondialisée, il importe peu que les États-Unis achètent peu de pétrole dans la région. L'une des astuces de l'administration Trump a été d'instaurer une dérogation sur certaines exportations de pétrole russe. Les pays pourraient ainsi importer du pétrole russe sans craindre de sanctions américaines. Cela libérerait une partie de l'offre permettant de contenir les prix, mais offrirait au Kremlin une bouée de sauvetage économique, du moins à travers plusieurs étapes complexes. La dérogation ne concernait que le pétrole déjà transporté par des pétroliers, donc après la vente par les compagnies pétrolières russes. Ainsi, l'avantage pour les autorités fiscales russes est une augmentation du prix de vente futur, car l'acheteur suivant s'attendra à ce que cela puisse se reproduire, même si la dérogation dit explicitement le contraire. Si l'administration Trump l'a fait une fois, il est tout à fait possible qu'elle le refasse. Je passe autant de temps à en parler parce que les États-Unis viennent également de étendre la dérogation au pétrole iranien, ce qui a donné lieu à des titres étranges, laissant penser que les États-Unis ont assoupli les sanctions contre un pays avec lequel ils sont actuellement en guerre. Mais le problème ici est plus nuancé que ce que disent les gros titres. L'Iran ne touchera pas d'argent supplémentaire grâce aux ventes autorisées par la dérogation. Cependant, cela modifiera les attentes futures des acheteurs et entraînera des effets pervers à ce niveau, en supposant que du pétrole puisse sortir d'Ormuz, ce qui n'est pas un problème que la Russie rencontre. Peut-être que ce que je déteste le plus dans l'ère actuelle de polarisation politique, c'est qu'il est difficile d'avoir une conversation sur la nuance de la politique étrangère. Parfois, l'effet d'une mesure coercitive n'est pas aussi inoffensif que ce que l'administration pourrait vous dire, tout en n'étant pas aussi désastreux que ce que l'opposition prétend. Comme je l'ai dit, la dérogation sur le pétrole iranien n'est qu'un tour de passe-passe, un pansement offrant un soulagement temporaire aux consommateurs mondiaux, tout en soutenant un régime iranien affaibli, même si cette aide est moins significative que ce que certains discours suggèrent. Avec tous ces événements étranges, il est compréhensible qu'un peu de cette étrangeté touche aussi Cuba. La plupart des effets pratiques de la dérogation visaient à ouvrir les importations vers l'Inde. En Russie, certains spéculaient que la dérogation signifiait que les États-Unis allaient autoriser les importations de pétrole vers Cuba. Après tout, le texte officiel ne mentionnait rien concernant l'exemption de certains pays de la dérogation. C'était vraiment la règle Air Bud appliquée aux sanctions pétrolières. Oh, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu le plaisir de grandir à l'époque plus agréable des années 90, Air Bud était un film mettant en scène un chien qui jouait dans une équipe de basket-ball de collège. Vous pourriez demander comment c'est possible. Le règlement ne précisait pas que les chiens étaient interdits de basket. C'est quelque chose de réel avec une vraie page Wikipédia. Et même si ce genre de faille semble mieux convenir à un scénario de catch professionnel, il ne faut peut-être pas oublier que l'actuel président des États-Unis est membre du Hall of Fame de la WWE. Donc la Russie a tenté ce coup. Eh bien, l'administration Trump a ensuite publié une dérogation mise à jour pour refuser explicitement l'accès à Cuba, en l'incluant avec des pays comme la Corée du Nord et l'Ukraine occupés par la Russie. Donc nous en sommes là. Permettez-moi de commenter brièvement à quel point cette attente était absurde, car elle passe complètement à côté du but de ces dérogations. À l'heure actuelle, Cuba ne reçoit pas de pétrole. Cela a pour effet d'augmenter l'offre pour le reste du monde, même si cela rend la vie sur l'île particulièrement difficile en ce moment. Ouvrir Cuba augmenterait la demande mondiale et ferait grimper les prix pour les consommateurs américains. Mais tout l'objectif de toute cette histoire est de faire baisser les prix pour les consommateurs aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, l'administration Trump refuse de céder, et nous nous retrouvons maintenant à foncer droit vers un affrontement. Fait intéressant, la Russie a estimé qu'il valait la peine de donner à l'Anatoly Kolotkin une escorte navale à travers la Manche.
Ce n'est pas une mauvaise idée, puisque l'Europe a tout intérêt à immobiliser la flotte fantôme de pétroliers. Hier, la France a retenu un pétrolier russe sous faux pavillon. Plus les prix du pétrole sont élevés, plus cela prive le Kremlin d'argent. Pendant ce temps, la marine du Royaume-Uni a surveillé l'Anatoly Kolotkine alors qu'il traversait la Manche. Aucune action possible avec l'escorte présente. Cependant, cette escorte s'est séparée de l'Anatoly Kalotkine en entrant dans l'Atlantique. Il semble donc que si les États-Unis veulent arrêter le pétrolier, ils le peuvent. Aucun membre de la garde côtière américaine ne sera blessé, à moins que la Russie ait placé des fusiliers marins à bord. De plus en plus de rumeurs circulent au Kremlin à ce sujet, mais cela reste pour l'instant à l'état de discussion. Et si des fusiliers marins sont à bord, pourquoi le Kremlin ne l'a-t-il pas fait savoir pour dissuader une intervention américaine ? D'un côté, il semble que la Russie ait montré ses intentions en retirant l'escorte avant même de s'approcher des Amériques. Moscou n'a aucune capacité de projeter sa puissance aussi loin, surtout quand la majeure partie de ses ressources disparaît sur les champs d'Ukraine. De plus, il reste la question de la doctrine Monroe. Ainsi, les États-Unis arraisonneront l'Anatoly Kalotkine s'ils tentent de rejoindre Cuba. Si le gouvernement cubain reçoit cette bouée de sauvetage, il en recevra beaucoup d'autres par la suite. Les 2 derniers mois de ce qui est bel et bien une quarantaine et certainement pas un blocus auront alors été vains. En intégrant l'inévitabilité de la détention de l'Anatoly Kalotkine, le Kremlin donnera donc l'ordre à son capitaine de trouver un autre endroit pour décharger le pétrole. Pourtant, du moins pour l'instant, le pétrolier poursuit sa route. Eh bien, d'un autre côté, il faut reconnaître que la guerre en Iran a ouvert une nouvelle vulnérabilité pour les États-Unis. Le Kremlin n'a plus à envoyer ses salutations outre-Atlantique. Il lui suffit simplement d'envoyer une aide à l'Iran. En réalité, c'est plus facile à dire qu'à faire, et les menaces ne sont utiles que si l'on croit vraiment qu'elles seront mises à exécution. La Russie n'a pas vraiment de marge de manœuvre dans la fabrication d'armes. En réalité, les principaux domaines dans lesquels la Russie a apporté son aide à l'Iran concernent le renseignement et la désignation des cibles. Et vraisemblablement, si la Russie veut menacer efficacement les États-Unis, elle devra pousser pour une coopération plus approfondie sur ces fronts. La raison à cela, ce sont les économies d'échelle. Mettre en place un réseau de renseignement, au sol comme en orbite, est extrêmement coûteux. Une fois établi, partager vos connaissances coûte très peu. Vous remarquerez que les États-Unis ont maintenu leur assistance à l'Ukraine malgré le retrait de l'aide matérielle par l'administration Trump. Le même principe s'applique. Cependant, à la marge, la Russie pourrait menacer d'élargir le partage de renseignements. De plus, la Russie a modifié la conception du Shahed depuis que l'Iran a initialement vendu la licence. Je suis certain que l'Iran voudrait accéder à ces améliorations, surtout au système de ciblage par IA. Il serait bien plus simple d'exécuter ces menaces que, par exemple, de provoquer une annihilation nucléaire. En conséquence, cela peut être une crise à Cuba, mais elle n'a pas les mêmes sous-entendus nucléaires immédiats que la crise des missiles de Cuba. Je serais très inquiet si j'étais le dirigeant actuel de Cuba. Je ne suis pas assez inquiet pour creuser un abri anti-atomique actuellement. Avec du recul, si ce n'était qu'un problème de négociation, la solution serait simple. La Russie veut vendre du pétrole à Cuba. Les États-Unis ne veulent pas que l'Iran ait accès aux renseignements russes. Faites l'échange, les 2 parties en bénéficieront. Leurs partenaires de coalition pourraient être désavantagés, mais les États-Unis et la Russie s'en tirent mieux. La négociation ici n'est pas si simple. Lorsque nous discutons de l'efficacité des accords négociés, je tiens souvent pour acquis la vérifiabilité de l'accord. C'est facile à vérifier quand l'enjeu principal du conflit est le territoire. Vous pouvez par exemple observer physiquement si la Russie a franchi la ligne réelle ou non. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l'assistance en renseignement. Tout cela n'est que rumeurs, y compris les accusations actuelles. Des rumeurs auxquelles je crois, mais cela reste des rumeurs malgré tout. À chaque violation de l'accord par le Kremlin, un délai s'écoulera avant que la communauté du renseignement américaine ne la reconnaisse. Il est possible de contourner ce problème d'observabilité par contrat, mais cela nécessiterait un Kremlin patient ayant beaucoup à perdre. Cela impliquerait que le Kremlin risque une sanction importante en cas de triche et tient compte des conséquences à long terme. Je ne sais pas pour vous, mais le Kremlin de ces dernières années que je connais est impatient et n'a presque rien à perdre. C'est pourquoi nous avons déjà été dans cette situation, sans jamais avancer.
Le Kremlin a proposé un échange similaire, promettant d'abandonner son aide à l'Iran en échange de l'arrêt de l'aide des États-Unis à l'Ukraine. Même problème d'observabilité, même absence d'accord crédible. Pour conclure, j'ignore comment cette confrontation finira. Si je le savais avec certitude, alors les deux parties le sauraient aussi, et nous ne serions pas dans une situation où un camp essaie d'interdire l'accès à Cuba, tandis que l'autre est déjà aux 3/4 du chemin pour relever le bluff. Ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une situation à fort enjeu qui ne reçoit pas l'attention médiatique qu'elle mérite. Il semble que 2026 n'ait aucune intention de nous laisser souffler. Regardez une de ces autres vidéos amusantes pendant que je prends 24 heures pour récupérer. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, partager, vous abonner. À la prochaine, prenez soin de vous.